Très bien, bonsoir. Donc on va engager la discussion et ce débat autour d'un mot, un mot qui fait peur essentiellement, on va discuter, celui de communautarisme. Et pour ça, donc, François Dume Sonzomi a écrit un ouvrage. Je dis François, pardon, encore pour moi. Fabrice Dume, un ouvrage donc communautarisme, enquête sur une chimère du nationalisme français, qui a été publié en 2016. L'année dernière, mais qui est issu d'une enquête en fait, qui date de 2004-2006 et sur laquelle il revient et qui réactualise en fait ce matériel empirique, ce matériel de recherche qui a été constitué à l'occasion d'un rapport pour l'éducation nationale et sur lequel il va nous donner un peu de mots du contexte de cet ouvrage. Alors Fabrice Dume, il est sociologue, il est spécialisé dans une thèse en particulier sur la question des discriminations scolaires et plus généralement de ce qu'on appelle la sociologie publique, donc des publics, des acteurs, des professionnels, etc. Il est enseignant-chercheur à Paris Diderot, à l'université Paris Diderot. Il est chercheur coopérant aussi à l'ISCRA, donc l'Institut social et coopératif de recherche appliquée. Et il est enfin membre associé aussi de l'URMIS, l'unité de recherche, migration et société. Alors sans plus tarder, je vais lui céder la parole. Et l'idée, c'est de privilégier le débat, la discussion. Donc ensuite, tout un chacun peut évidemment interpeller un petit peu sur les propositions de cet ouvrage, en tout cas, et sur cette notion du communautarisme qui évidemment, n'est pas prête de disparaître du débat public et qui est au cœur encore plus encore aujourd'hui dans cette période d'échéance électorale nationale qui plus est, que sont les présidentielles. Merci. Merci de cette occasion de discuter de ces questions-là, et puis bon, de manière annexe de discuter de ce travail-là. Peut-être pour revenir sur cette histoire-là, moi j'ai rencontré ce mot au début des années 2000, quand j'ai répondu à une demande du ministère de l'Éducation nationale et du FACID à l'époque, qui était mener une enquête sur racisme, antisémitisme et communautarisme. Et alors là, il y a un petit temps d'arrêt du sociologue qui dit « Oui, racisme, je vois, oui, ok, c'est bon, on a une littérature abondante. Antisémitisme aussi, mais qu'est-ce que ça veut dire de dire racisme et antisémitisme ?» Ce qui était un discours assez nouveau en 2003. Aujourd'hui, il est tout à fait banal, c'est le discours habituel de l'État aujourd'hui, mais en 2003, c'était relativement nouveau de poser des choses comme ça. Quel est l'enjeu déjà? Et alors, communautarisme, bon, j'en vais dire comme tout un chacun, je voyais bien ce qu'on voulait dire, d'accord? Mais j'avais un vrai problème professionnel qui était de dire qu'est-ce que je peux faire de ce truc? Qu'est-ce que je peux faire de ce mot qui ne le valide pas? Voilà, qui ne le reprend pas à mon compte en disant oui, je vais aller voir s'il y a du communautarisme, voilà, même pour le critiquer, d'accord, mais même pour dire oui, c'est pas tout à fait ce qu'on pense, etc. Donc le problème que j'avais, c'était de faire en sorte de ne pas valider ce mot si c'était possible. Et je ne sais pas si c'est possible en réalité, au bout du compte. Et du coup, j'ai proposé, en fait, au lieu d'une enquête, j'ai proposé 2 enquêtes, pour le même prix, évidemment. Une enquête qui m'a amené sur les terrains d'une dizaine d'établissements scolaires en Alsace et d'aller rechercher ce que l'on entendait par racisme, antisémitisme et communautarisme. Vous savez, j'ai fait un petit peu cette technique qui est de dire quand quelqu'un vous montre la Lune, plutôt que de regarder la Lune, vous regardez le doigt. Voilà. Donc quand le ministère me disait allez voir ce que c'est que le communautarisme, j'ai regardé, j'ai dit montrez-moi où il y en a, et j'ai suivi le film qu'on me montrait pour essayer de dire au fond il faut que j'arrive à comprendre qu'est-ce que cette institution ou ces acteurs ont en tête quand ils disent communautarisme. Voilà. Plutôt que de chercher un communautarisme, vous voyez, qui existerait et qu'on me montrerait, d'essayer de comprendre, de prendre ce mot en fait comme une expression d'un certain regard posé sur la réalité sociale, et du coup ce qui me permettait moi de questionner le regard porté par l'institution scolaire. J'ai fait la même chose parallèlement avec le mot sur une toute autre enquête qui ne m'a pas du tout amené sur le même terrain, puisque je suis allé dans la presse, principalement dans la presse et dans les discours politiques, en me disant il faut que je comprenne d'où vient ce mot. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui il apparaît sur l'agenda politique du ministère de l'Éducation nationale, puisqu'en 2003 on a une conférence nationale, une conférence de presse du ministre, ou des 2 ministres à l'époque, Luc Ferry et Xavier Darcos, des 2 ministres de l'Éducation nationale qui font donc titre racisme, antisémitisme et communautarisme, et pointent comme problème majeur la question des dérives communautaristes.
D'ailleurs, pour la petite histoire, ça peut vous intéresser, moi qui travaille sur la question des discriminations à l'école, aujourd'hui, il y a une mission, donc il y a un bureau, si vous voulez, hein, au sein du ministère de l'Éducation nationale, qui travaille sur les questions de discrimination, officiellement. D'accord? Donc c'est, aujourd'hui, ça doit être discrimination et égalité femmes-hommes, ou quelque chose comme ça l'intitulé. Ce même bureau, cette même mission, en 2003, s'appelait Prévention des dérives communautaristes. Voilà, donc vous voyez, c'était à l'agenda, c'était aussi dans l'organisation du ministère de l'Éducation nationale. Quel a été le premier travail de cette cellule nationale de prévention des dérives communautaristes? Et là, ça va être intéressant pour suivre le doigt, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on essaie de pointer. Le premier travail de cette cellule, ça a été de recenser les cas de voile à l'école. Puisque, en fait, la mission qui était derrière, c'était de légitimer la loi qui allait arriver un an plus tard, en 2004, d'accord? Donc de fabriquer quelque part une espèce de problème scolaire qu'on mettait sous l'angle du communautarisme pour justifier, en fait, de transformer ou de renverser, ni plus ni moins, l'interprétation de la laïcité. Voilà. Donc ça me semblait être un indicateur assez important, si vous voulez, de l'enjeu. Et du coup, la nécessité d'aller regarder aussi un peu plus largement, c'est-à-dire d'où vient ce mot, qu'est-ce qui fait qu'il semble aujourd'hui si évident dans le discours politique. Et ça m'a amené à une enquête un petit peu historique, hein, d'aller regarder la généalogie de cette question-là, en prenant notamment les archives de presse, voilà, en me disant quand est-ce qu'il apparaît, sous la plume ou dans la bouche de qui il apparaît, on dit quoi, on veut montrer quoi, ou on veut expliquer quoi avec ce mot-là. Et puis, bon, à ma demi-surprise, j'ai envie de dire, je me suis rendu compte qu'on voulait expliquer rien du tout, en fait, d'une certaine manière. C'est-à-dire que ce n'est pas un mot qui cherche à comprendre ni à expliquer. C'est un mot qui, vous le savez bien, d'un bout à l'autre, du début, depuis les premiers usages jusqu'à aujourd'hui, ne sert qu'à dénoncer. Voilà. Alors, dénoncer quelque chose qu'on ne comprend pas, ou qu'on ne veut pas comprendre, qu'on ne veut pas expliquer, d'accord? C'est un petit peu comme le discours du ministre, hein, qui dit « on a marre de la sociologie, il faut arrêter, hein, comprendre, c'est déjà vouloir... comment on dit ça, justifier, etc. » Donc on voit un petit peu ce mouvement-là, si vous voulez, hein, d'une espèce de discours qui sert à refuser de poser des questions, d'ouvrir des questions, et en fait plus avant, qui sert surtout à éviter de donner la parole à un certain nombre de personnes. Alors, ce qui est peut-être nécessaire de se dire, le livre n'est pas du tout là-dessus, parce qu'il ne regarde que le doigt qui pointe le mot, d'accord? Il ne va regarder que dans le discours qui utilise communautarisme, et se dire, mais qu'est-ce qu'on peut bien vouloir dire, et que fait au fond ce mot, ce discours qui arrive. Mais il me paraît nécessaire, parce que j'entends bien que, quelque part, ce mot s'est tellement diffusé, et qu'il apparaît tellement évident que, en fait, s'il apparaît évident, c'est parce que ce mot, il recouvre, néanmoins, des choses qui relèvent de réalités que l'on peut voir. Ces réalités, ça relève du fait que dans notre société, mais pas que dans notre société, on assiste à des processus identitaires ou d'affirmation identitaire, donc avec des voix nouvelles, avec des gens qui prennent la parole, qui disent « nous », hein, la ville est à nous, d'accord? Des gens qui n'avaient pas l'habitude de le faire ou pas de le faire comme ça. Donc on a des processus de ce type-là, et notamment on a des processus qui utilisent le langage ethnique, le langage religieux, le langage du genre, pour dire nous. Nous, les homosexuels, nous, les arabes, nous, les musulmans, d'accord? On a des langages qui utilisent ça, qu'on retrouve sur les murs, arabes en force, d'accord? Sur les murs des villes, etc. On a tous les faire de manifestations, c'est-à-dire qu'il y a une affirmation, pour le coup, de gens qui disent, ben voilà, on n'était pas là, maintenant on prend la parole. Et pour prendre la parole, on recourt à ces catégories ethniques, religieuses, de genre, etc. Donc là, on a des processus, j'ai envie de dire, tout à fait objectifs, d'accord, qu'on peut essayer de comprendre. Et travaillant sur les questions de racisme et de discrimination, ce qui m'apparaît tout à fait clair dans ces processus, c'est que si on veut comprendre ces processus d'affirmation identitaire, il faut comprendre d'où parlent les gens dans les rapports sociaux. C'est-à-dire, d'où parlent les gens si on pense qu'ils sont pris, comme chacun de nous, dans des processus de domination. Et que pas tout le monde, finalement, se permet de dire nous, en parlant de la ville, en temps normal, j'ai envie de dire, d'accord? Quand d'habitude, ceux qui ont été désignés comme les eux ce soir, hein, d'accord, on voit bien qu'il y a un discours là de privilégiés, de gens qui sont habitués à cette position de privilège, qui peuvent dire nous en prétendant parler au nom de tout le monde, d'accord? Et qui, quand ils disent nous, ils peuvent se dire en même temps neutre. Voilà.
Et les autres qui disent même pas nous, par définition, eux, ils sont pointés comme non neutres. C'est ça l'expression typique de ce rapport social, c'est-à-dire de l'existence d'un groupe social qui détient un certain nombre de privilèges, et notamment du privilège de pouvoir parler au nom de tout le monde, comme si de rien n'était, et comme si, sans même les avoir consultés, comme s'ils représentaient tout le monde, et d'autres qui, effectivement, dans ces mêmes processus, n'arrivent même pas à ouvrir la parole, ou quand ils l'apprennent, se font immédiatement disqualifier. Et c'est ça, dit communautarisme. Il fonctionne comme une accusation vis-à-vis de tous ceux qui osent prendre la parole alors qu'ils sont habituellement disqualifiés. Ce mot vient reproduire une forme de disqualification. Et elle le fait d'une manière tout à fait particulière, c'est qu'elle dit « vous n'avez pas une parole universelle. Vous n'avez pas une parole neutre. Vous avez une parole de communauté. Vous avez une parole communautaire. » D'accord ? Donc une parole qui est illégitime dans l'espace qui se voudrait celui de la République. Donc en fait, on mobilise tout l'arsenal argumentaire de la République pour faire taire un certain nombre de personnes. Au nom de la République. D'accord ? Donc c'est ça en fait, vous le savez bien, c'est comme ça que fonctionne ce mot. Il sert à disqualifier un certain nombre de paroles et un certain nombre de points de vue. Il sert à éviter, empêcher, d'avoir à entendre un certain nombre de choses qui posent un certain nombre de problèmes dans cette société, dans cette ville, etc. Alors, dernier point pour ouvrir un petit peu la discussion, parce que ça serait plus intéressant qu'on puisse en discuter, mais pour vous dire, au fond, j'ai repris effectivement ce travail qui avait été fait au départ en 2004-2005, je l'ai réactualisé 10 ans plus tard, en reprenant le même fil de méthode, en vérifiant ma méthode de l'époque, et en reprenant et en réécrivant tout, en fait, pour m'amener, en fait, ça m'a amené à confirmer effectivement ce que j'analysais déjà 10 ans auparavant. Ça m'a amené à voir aussi que ce qui était pas visible, ou quasiment pas visible au moment où j'ai écrit la première fois, qu'il y avait des réseaux qui ont participé de manière extrêmement explicite à la justification de ce discours, et notamment des réseaux de chercheurs qui ont utilisé les institutions de recherche pour asseoir finalement la crédibilité de leurs propos, et qui véhiculent finalement ces discours-là. On pourra prendre des exemples tout à l'heure, c'est-à-dire d'une manière qui est tout à fait extraordinaire, c'est-à-dire qu'ils disent en substance, je pourrais vous le citer, mais pas de tête, qui dit en substance, si vous voulez, bon, c'est clair que communautarisme c'est un fantasme, mais néanmoins, il y a un danger. Mais néanmoins, c'est un danger. Alors, oui, d'accord, on voit une espèce de contradiction, moi je vois une espèce de contradiction logique, mais en fait, il me semble que ce n'est pas du tout une contradiction logique. C'est-à-dire, il n'y a rien, mais c'est dangereux. C'est comme ça que fonctionne ce discours. C'est-à-dire que dès que les gens sont amenés à se justifier, dire « Mais, attendez, il n'y a pas de communauté musulmane en France. Ça n'a aucun sens. » Ils disaient « Oui, effectivement, vous avez raison, il n'y a pas de communauté musulmane. Mais il y a néanmoins du communautarisme. » D'accord ? Vous voyez, c'est-à-dire, à un moment donné, quand on ramène la réalité sociale, ben, ça n'épuise pas le discours. Ça n'épuise pas le discours parce que ce discours, en fait, se fiche complètement de la réalité d'une certaine manière. Il se fiche des preuves de la réalité, il prospère, au fond, sur un fantasme, et il prospère sur une logique de peur. Et effectivement, on peut comprendre que pour des gens qui sont en position de privilège, le fait que d'autres disent « la ville est à nous », ils puissent avoir un peu peur de perdre leur privilège. D'accord ? De pouvoir simplement dire « je suis le représentant légitime et taisez-vous ». D'accord ? Ça change la donne. Donc on peut comprendre, j'ai envie de dire, ces peurs, mais on peut les comprendre dans les logiques de rapport de pouvoir. Par contre, ce mot, il instrumentalise effectivement ces logiques de peur, et il en fait comme si c'était une menace sur l'ordre social tout entier. Au point que, depuis le milieu des années 2000, on a commencé à voir apparaître ce qui aujourd'hui est devenu un fil conducteur à peu près systématique dans le discours politique, c'est qu'il passe de communautarisme au terrorisme. Et ça, c'est nouveau. Ce qui est nouveau, c'est-à-dire que ce n'est pas tout à fait cette liaison-là. Ce qui est nouveau, c'est que cette liaison, c'est aujourd'hui diffusée, c'est-à-dire qu'on explique la question du terrorisme par le communautarisme qui menace de l'intérieur la société. Ce discours du communautarisme qui menace de l'intérieur la société, c'est un discours complotiste. C'est-à-dire c'est un discours qui renvoie à l'idée qu'il n'y a rien, c'est flou, mais plus c'est flou, moins on en voit, et plus c'est dangereux. Moins on a d'éléments objectifs, de liens objectifs, et plus le danger menace. Ce type de raisonnement, c'est vraiment un raisonnement typique que l'on a dans les discours des services de renseignement,
Et en fait, si on fait la généalogie, si vous voulez, de par où est passé ce discours-là, au-delà du discours dans les médias, etc., on voit se dessiner à partir des années 90 déjà une offensive très importante des services de renseignement sur l'agenda politique. Au départ, ça passe à travers la question des violences urbaines. On va diffuser des grilles de lecture, très officiellement, des grilles de lecture pour classifier les violences urbaines. Et dans les années 2000, la commissaire des renseignements généraux, qui était en charge finalement de promouvoir ces grilles de lecture, de développer ces grilles de lecture, sort un bouquin, 2004, je ne sais plus, je pourrais vous dire, je vous dis ça de tête pour les dates, sort un bouquin qui revient donc sur ces grilles de lecture des renseignements généraux sur la violence urbaine et qui sous-titre de la violence au communautarisme ou à peu de choses près. Donc qui établit le lien, si vous voulez, du passage de la question du communautarisme. On en a une autre trace, c'est qu'en 2003-2004, est sorti un rapport des renseignements, a fuité un rapport des renseignements généraux qui essaye d'imposer le terme de repli identitaire et qui propose un certain nombre d'indicateurs du repli identitaire des quartiers. Et parmi ces indicateurs, qu'est-ce qu'on a? On a tous les signes que, pour un policier des renseignements généraux, qui renverrait à l'altérité musulmane. Tout particulièrement. Donc on se met à compter les commerces vus comme ethniques, on se met à compter les inscriptions qui disent mort à la police, on se met à compter... Voilà. En fait, on se met à compter tout ce qui est vu comme signe d'altérité ou tout ce qui est vu comme une critique ou une menace vis-à-vis de la police. La grille de lecture, si vous voulez, elle est structurée par la place de la police. Dans la grille de lecture qui était proposée par cette commissaire des renseignements généraux, il y avait quelle était en fait la question la plus grave, considérée comme la plus grave à votre avis? Quelle est la violence considérée comme la plus grave dans la logique policière? De tabasser un flic. Même pas de tabasser, c'est de s'en prendre à la police. C'est de s'en prendre à la police. D'accord? C'est-à-dire que ce qui est derrière, on voit bien que ce qui sous-tend, si vous voulez, cette grille de lecture, c'est que s'en prendre à la police n'est pas prise comme une question de rapport aux institutions et quelque part de critique sociale, d'accord? On peut discuter de la violence, etc., mais elle n'est pas prise comme une critique sociale vis-à-vis des institutions, elle est prise comme une menace sur l'État. Toute critique de cet ordre-là est prise comme une menace sur l'État. Et c'est ça, si vous voulez, à travers ce fil qui part de la question des violences urbaines, voire passer dans la question du repli identitaire, et puis qui va se diffuser plus largement à travers la question du communautarisme, c'est cette grille de lecture complotiste qui se diffuse là, c'est-à-dire qui réinterprète parfois des réalités sociales factuelles, réelles, d'accord, mais qui les réinterprète sous l'angle de tout ça mis bout à bout, c'est le signe qu'il y a une formidable menace sur l'État. Donc la réponse à une menace sur l'État, eh ben, c'est plus de police, d'accord, c'est plus de sécuritarisme, d'accord. Donc on a un discours là qui ne peut que nous emmener, non pas à comprendre là ce qui se passe, mais que nous emmener à des réponses sécuritaristes. Voilà ce que je voulais proposer peut-être pour lancer la discussion. Merci. Y a-t-il des interventions d'abord? Une remarque en parlant des dominés, puisqu'on est en campagne électorale, les présidentielles et les législatives qui vont suivre, si on classe tous ces politiciens qui briguent les suffrages des citoyens, si on les classe dans les dominés, et qu'on constate que le capitalisme aujourd'hui, depuis un certain nombre d'années, il crée de plus en plus de précarité, de plus en plus de pauvres, et que l'intérêt des dominés pour maîtriser pour maîtriser les, on va les appeler les aliénés ou les soumis ou les, enfin nous quoi, ils ont intérêt à faire en sorte que cette population de soumis soit divisée. Et il faut que ces divisions soient les plus marquées possibles pour pas que ces personnes qui subissent au maximum le capitalisme d'aujourd'hui qui est absolument immonde, cette montée de la pauvreté, de la précarité, etc., il faut absolument diviser toutes ces classes entre guillemets dites populaires.
et les supprimer, les diviser aussi de la classe moyenne qui s'en sort tant bien que mal, veut essayer de préserver le minimum de sécurité qui est là, etc. Et il me semble que toute cette montée de racisme, de communautarisme, sert, comme vous l'avez dit, à donc diviser les gens, à justifier d'une augmentation des forces de police, de contrôle, avec la loi renseignement, etc. C'est absolument scandaleux. Mettre vraiment les gens sous contrôle, parce que la situation économique du plus grand nombre va être tellement catastrophique qu'il faut, d'une certaine façon, les avoir sous contrôle. Alors moi j'avais une remarque justement un petit peu sur ce rapport au racisme, mais sur cette question justement du rapport en fait du communautarisme à la communauté. Il est dit à un moment dans l'ouvrage que le racisme invente la race, comme le communautarisme invente la communauté. Et j'aimerais que vous reveniez là-dessus un petit peu sur cette légitimité de la communauté, parce que comme si en fait on avait le sentiment que la dénonciation des communautarismes cachait un communautarisme, celui des dominants ou celui de la classe voilà, qui produit ce discours de peur pour légitimer finalement la domination, la préserver. Et on a en fait l'idée que la communauté, même tout court, sans même parler des attitudes du communautarisme ou des communautaristes, que la communauté est en soi un danger pour la nation, pour la société, et que, parce qu'elle est conçue comme une menace, et que la seule communauté légitime, c'est la communauté nationale. Et donc ce rapport en fait entre racisme et communautarisme, parce que finalement les discours anticommunautaristes ou les anticommunautaristes est un discours raciste. Bah oui. Enfin, oui, enfin, il y a plusieurs choses. C'est-à-dire d'abord, le rapport du communautarisme à la communauté. Repartons de là. Le racisme produit des catégories à travers lesquelles il va classer les gens. Et il va les produire en pratique, c'est-à-dire il ne les produit pas seulement comme catégorie, il va se mettre à organiser les gens en fonction de ça. C'est la logique raciste qui fabrique quelque chose qui ensuite va s'appeler des races. C'est-à-dire les races préexistent pas à la question du racisme, c'en est la production. C'en est non seulement le fantasme, mais c'en est la production concrète et matérielle. Et cette production, elle s'opère par de la discrimination, par l'expérience répétée, quotidienne, une espèce de harcèlement discriminatoire vécu, d'accord, qui fait que les gens vont finir par s'identifier aux catégories auxquelles on les assigne à travers ces pratiques-là. D'accord ? Donc oui, le racisme produit des races, et il me semble qu'il y a exactement le même rapport dans cette affaire-là, puisque on n'a pas de communauté qui existe, qui s'organise, etc., en tant que telle. Par contre, on a un discours qui dénonce le risque et le danger de ces communautés-là. Donc pour moi, on a effectivement structurellement le même type de choses. Et là où on a aussi le même type de choses, c'est qu'effectivement, comme vous le disiez, on a un discours de dénonciation des communautarismes, d'anticommunautarisme, comme le disent certains, qui est le discours du groupe, principalement des groupes qui sont en position dominante, qui sont en fait dans un discours qui va instrumentaliser la question de la nation pour proposer une lecture nationaliste de la situation. Nationaliste au sens où la nation est tenue pour la seule communauté légitime, et où l'appartenance nationale est tenue pour la seule appartenance légitime. Qui est en mesure de dire qui a le droit d'entrer dans le club de la nation? Qui est en mesure d'avoir ce discours-là, de dire qui est légitimement membre du club national? C'est bien un discours de propriétaire. Et c'est bien les représentants de ces propriétaires qui tiennent ce discours critique vis-à-vis de la communauté, qui fantasment énormément des communautés, je ne sais pas jusqu'où ils les fantasment ou pas, mais en tout cas qui alimentent ce discours de la menace sur la nation.
Donc pour moi, on a effectivement un processus là qui est à la fois un processus nationaliste, ce qui m'a amené à dire c'est on est bien dans quelque chose qui est une production du nationalisme français. C'est cet imaginaire que la nation est vraiment la nation est le seul groupe légitime parce que finalement le seul groupe qui permettrait une neutralité. Et que toutes les autres communautés seraient finalement une menace potentielle pour cette organisation-là. Donc on a un schéma nationaliste, mais qui en même temps, à la fois reprend finalement la logique du racisme en inventant les communautés, mais en même temps opère fondamentalement comme un racisme. C'est-à-dire que dans un moment ou dans une époque où il y a un tabou sur la question raciale en tant que telle, utiliser le langage des communautés, c'est une manière de parler des races sans les nommer. C'est une manière de remettre en jeu le jugement raciste sans avoir à recourir au langage de la race. Ça n'empêche pas que depuis quelque temps, le langage de la race a repris beaucoup de poils de la bête et c'était autorisé les discours les plus officiels, hein, que ce soit sur le racisme anti-blanc, que ce soit sur la race blanche, etc. D'accord, on a un retour finalement du discours de la race en tant que tel. Mais je pense que communautariste, comme d'autres mots d'ailleurs, hein, ont servi au fond à rembrayer une logique raciste en même temps. Donc on a cette espèce de mélange, à la fois une analogie, je pourrais dire, on a un processus qui fonctionne de la même manière, à la fois une utilisation du langage de la communauté pour disqualifier de manière raciste les choses, et derrière ça on a le schéma nationaliste hein, qui essaye de garder finalement la représentation de la nation auprès d'un groupe de, j'ai envie de dire, de propriétaires. C'est vraiment un discours de propriétaires. Ça va être aura des pâquerettes. Ah ben pardon. Non, c'est juste pour pointer. Je veux juste dire que ça me fait penser, enfin tout ce que vous avez dit, et c'est en même temps une question de cette liberté qui fait peur. Je veux dire, par exemple, bon, moi j'ai des filles d'immigrés italiens, toutes les personnes de mon âge, on n'a jamais parlé l'italien à la maison. Mon père ne me parlait pas. Alors on va au cours d'italien maintenant à 60 ans et passé, même 70 et plus. Et alors en fait, on ne sentait pas cette liberté d'être soi-même, d'avoir son identité. Il fallait surtout pas, alors pas se remarquer, pas bouger, pas parler la langue à la maison. D'ailleurs, voilà, on n'en parle pas. Bon, et alors en même temps, ce qui est positif maintenant, et qui fait peur à ces gens qui s'estiment les propriétaires de la nation, c'est que les personnes commencent à s'exprimer. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Ils ont envie d'être eux-mêmes et de dire on est là, on fait partie de cette nation. Et il faut l'accepter. Et c'est ce qui fait peur aux autres. Voilà, c'est en même temps cette liberté qui est en même temps quelque chose de positif et qui fiche la trouille, quoi. Voilà. C'est pour ça qu'il y a toutes ces réactions. De dire on est français, même si, ben oui, on est tous, parce que même les Français même sont différents, même les Français de souche, hein, qui ont cette génération derrière eux, je veux dire, il y a des différences. Comme autrefois les homosexuels, on en parlait à peine à voix basse, on disait qu'ils sont différents, ils n'avaient pas, ils n'étaient pas visibles, c'était des gens transparents, quoi. Voilà, donc, ça fait tout ça. Il y a juste une dame au fond. Oui, on ouvre peut-être la discussion. Puis on ouvre peut-être la discussion et la parole puisse circuler plutôt que sur un mode. Réponse, vous voulez. Moi, dès les trois qualificatifs qui ont été donnés, c'est-à-dire racisme, antisémitisme et communautarisme, à ce moment-là, on voit bien déjà qu'il y a trois catégories et que forcément, la question du racisme ne les inquiétait pas plus que ça, puisque dans ce pays, je veux dire, comme partout ailleurs, il y a toujours eu, voilà, et qui savent aussi d'où ça vient, etc., et qui, notamment, si en plus on a affaire à la commissaire des renseignements généraux, je crois que, voilà, quand on sait qu'aujourd'hui 57% des flics, qu'ils soient gendarmes ou policiers, votent Front National, on ne va pas trop se poser de questions sur les années 2000, ça commençait déjà, et ça avait déjà bien travaillé, ça ne faisait que monter, les idées identitaires et nationalistes. Donc, on a en effet l'antisémitisme, et là on voit bien que d'un seul coup, on coupe, on extrait de la question du racisme, on met deux catégories, entre guillemets, d'individus qui sont dans la communauté, et on les met
dirais presque en opposition. Il y a quelque chose aussi qui se construit comme ça, entre le judaïsme et l'islam. Donc ça doit immédiatement poser question, en effet, à tout le monde, ce qui n'est pas évident. Ça n'a pas été évident pour ma part, en tant que féministe. J'ai mis un sacré chemin, en effet, à accepter, si tant est qu'on doit accepter, enfin, c'est même pas la question, mais à remettre les idées au clair, c'est-à-dire vis-à-vis de l'affaire du voile, du foulard, dans les écoles, etc. Alors, pour ma part, moi, j'avais toujours dit, j'étais parent d'élèves dans des quartiers populaires, et ici aussi à Perpignan, à Jean Massé, donc à cette époque-là, j'avais toujours dit, moi, si une gamine voilée doit passer en conseil de discipline, jamais je n'accepterai son exclusion. Ça, c'était quelque chose pour moi qui était fondamental, c'est qu'elle reste à l'école, etc., qu'il n'y ait pas cette violence-là qui s'abatte sur... Mais néanmoins, la question du voile me posait problème. Et en fait, c'est à force de discussion, de débat, mais vraiment, et ça va chercher loin, quoi. Eh bien, la question et la réponse que j'ai trouvée, c'est en effet, on n'émancipe pas les femmes, on n'émancipe personne, les personnes s'émancipent. Et ça, je crois que c'est quelque chose qu'il faut, c'est vraiment, ça tient un peu de mots, hein, mais c'est quelque chose qu'il faut diffuser. On n'oblige pas quelqu'un à s'émanciper, ça n'existe pas. On ne l'émancipe pas de force, ça n'existe pas. D'ailleurs, on voit bien que tous les coups qui sont donnés ne font que mettre de la haine dans ce pays. Voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, moi, qui me fait beaucoup de peine. J'ai eu dans cette ville beaucoup de peine également en 2015 avec la déclaration de Pujol qui a décidé de supprimer les repas dits de substitution et qui étaient en fait des repas qui étaient donnés aux enfants juifs et musulmans de la ville quand il y avait du porc servi, pas tous les jours, pas voilà, c'était vraiment quand il y avait du porc, et on sait très bien qu'ils ne mangent pas de porc tous les plats, tous les midis. Ça a été supprimé. La violence également toujours de ce même monsieur Le Maire, quand il ose parler du féminisme ou de la liberté des femmes, en stigmatisant évidemment derrière les autres femmes qui, elles, ne peuvent pas être féministes d'ailleurs, parce que de toute façon elles ont un voile et elles nous l'imposent à nous, hein, à la communauté. Les discours comme ça de Pujol sont récurrents. Néanmoins, c'est assez amusant, quand la mosquée est taguée ou attaquée, etc., il y va. Donc il y a quelque chose, dans cette ville, il y a quelque chose qui est, de mon point de vue, violent vis-à-vis de la population musulmane, quelque chose de violent vis-à-vis des enfants. Je tenais à le dire ici parce que on a, pour ma part, avec d'autres, quelques-uns, on a essayé d'alerter, hein, on a distribué des tracts, etc. Malheureusement, ça a peu marché. Et je crois que là, on a un rôle tous à jouer. Si dans une société, dans une ville, on n'est plus capable, nous adultes, de défendre les enfants, je ne sais pas qui on va pouvoir défendre. Et ce sont nos libertés. Voilà ce que je tenais à vous. Quand vous parlez de communautarisme et tout, les analyses que vous proposez et tout, la petite genèse et tout, on peut plaquer le même type d'analyse sur le mot laïcité, justement. Et c'est extraordinaire. Et après, en fait, dans mon petit cheminement personnel et tout, et enfin, tout ce dont je suis témoin depuis, je suis à Perpignan depuis 1994, et en fait, je suis, voilà, depuis mes 20 ans, quoi. Je suis conscient, politiquement et tout. Eh ben, j'ai été à chaque fois le déclenchement des interrogations. Je suis allé chercher, j'ai lu, j'ai réfléchi. Et c'est vrai que j'ai rencontré des mots qui étaient enfin des pièges. Et vous avez fait la genèse sur le communautarisme, je ne l'avais pas faite. Sur la laïcité, bon, bah,
Je l'ai fait en m'aidant aussi de bouquins, enfin en réfléchissant. J'ai une petite culture juridique, donc j'ai très très vite capté le piège et ce qui avait été balancé dans les tuyaux et tout. Mais ce qui m'interpelle beaucoup maintenant et ce qui m'affole, c'est pour le communautarisme comme pour la laïcité, hein, donc qui est dévoyé. Hein. Je pense que d'autres on va en reparler de la laïcité, mais c'est la perte de boussole, quoi. Et que en fait, ça a été mis en circulation, mais que quand on commence à fouiller comme vous l'avez fait pour communautarisme, et quand on y réfléchit sur d'autres choses, sur la laïcité, ce qui est flippant, c'est que la gauche a été contaminée, quoi. Et les soubassements racistes parce que de ce qui est une charge en fait et qui vise un segment de la population, ils sont ignorés, quoi. Donc il y a plein de braves gens, même des amis qui sont vraiment foncièrement antiracistes, quoi. Et le mot communautarisme, ils l'ont à la bouche, le mot laïcité, ils l'ont à la bouche, et ils se laissent. Donc beaucoup de gens sont agis par le langage et ils maîtrisent plus rien. Et pour la laïcité, par exemple, quand ils disent laïcité, ils pensent athéisme. Et enfin, c'est tout le monde dans une super grande confusion. Et ce qui, moi, vraiment, enfin, pour le redire, mais ce qui m'affole, c'est qu'ils sont les vecteurs involontaires de tout ce poison qui est. Et maintenant, on est tous enfin tous, pas tous d'ailleurs, mais on en est à démêler des choses là où je suis sûr que pour beaucoup d'entre nous, c'est assez basique. Hein, donc ce que vous exposez, on comprend très bien, mais on comprend très bien parce que justement, on n'a pas été pollué, quoi. Parce que quand on commence à mettre en débat des notions comme communautarisme, laïcité, là, comme apparemment il y a quand même un petit consensus, mais normalement, partout, d'un seul coup, il y a l'engueulade et les gens s'étripent, quoi. Parce qu'il y a des choses qui sont en circulation, il y a des murs dans les têtes qui se sont dressées, et des gens qui sont foncièrement antiracistes, à cause de ces mots-là, on pourrait se mettre des gifles, quoi. Mais ce que je veux dire aussi, ça va un peu dans tous les sens, mais c'est que ce que je dis, moi, je ne cherche pas après stigmatiser les personnes et tout, c'est la classe politique, quoi. Donc les clivages gauche-droite, ils jouent plus autour de trucs comme ça, et d'un seul coup, normalement, là où il devrait y avoir des murs, mais alors des frontières étanches, ils se sont laissés polluer. Et c'est, pour sortir un petit mot tendancieux et un peu pour me situer, c'est l'oligarchie qui est en surplomb, quoi, au-dessus de nous, et qui a participé à polluer les esprits, quoi. Et le problème, c'est qu'ils ont joué un jeu un petit peu dangereux, quoi. C'est que maintenant, il y a quand même une cible. À tel point que, par exemple, il y a un mot qui a été mis en circulation, islamophobie. Il y en a certains de vos collègues qui disent qu'on n'en est même plus là, quoi. Et c'est même plus, donc on parle en faisant une analyse du mot, c'est plus grave que ça, quoi. Et donc quand j'entends des sociologues qui parlent, vous, certains de vos collègues et tout, et moi, petit sociologue en tongue, mes réflexions perso depuis un petit moment, quoi. Bon, je suis politisé et tout, mais je reviens à la même conclusion, quoi. Vous avez fait un travail remarquable, quoi. Ça fait des années et tout, c'est votre métier. Et nous, des gens comme moi, on a perçu les mêmes choses de façon, empirique, intuitive, je ne sais pas comment dire. Et on en arrive aux mêmes conclusions. Et là, donc on parle, on est content, on se comprend tous. Mais moi, c'est vraiment, j'en suis un super affolement, quoi. C'est que là, maintenant, on en est à, je sais pas, il peut surgir des pogroms, il peut surgir des ratonnades, des trucs. Et en fait, on n'est pas armé pour qu'il y ait des réactions, quoi. Parce que... Et les responsabilités, pour le dire une fois de plus, je suis désolé, il faut quand même commencer à les identifier, comme vous l'avez fait, hein. Donc cette pourriture de philosophe flic, parce que je sais qu'elle a fait des études de philosophie, la responsable des RG, c'est pas tant son discours qui est scandaleux que l'audience qu'elle a eue. Moi, je l'ai entendu sur France Culture, quoi, plein de fois, dans les années où elle a sorti son truc dégueulasse, quoi. Et donc, il y a tout un travail, et il y a des résistances, en plus, je l'entends, parce que j'ai été dans un moment, à un stade où, de révolte et tout, donc évidemment, on n'est pas dans la nuance. Et maintenant, justement, comme je suis affolé et tout, je cherche des points d'appui, et pour qu'on construise des résistances, hein. Et donc, je suis hyper attentif, et je les entends, les résistances, même dans cette radio-là, ou
ou d'autres lieux. Mais il serait temps quand même de pointer les responsabilités, de qui relaie ces discours, et que les gens qui disent des conneries, qui sortent comme ça sans réfléchir, qui mobilisent le mot communautarisme, laïcité pour stigmatiser les gens, pour moi ils sont innocents, quoi. Et je pense qu'on les appelle décideurs ou oligarchies, c'est ceux-là qu'il faut cibler, quoi. Et à gauche, il faut se réveiller, quoi. Oui. Dans la mesure où la notion de communautarisme serait une forme euphémisée du racisme. Du coup, est-ce que ça disqualifie obligatoirement la notion de communauté? Alors si je dis ça, c'est parce qu'il y a aussi un mouvement ou un discours sur certains territoires de revendication d'une communauté au sens positif, au sens de lieux ressources soutenants, de lieux de solidarité, de choses comme ça. Est-ce que ce mouvement-là, il va forcément relever de l'incarnation de l'identité qui a été assignée à ces publics-là? Ou est-ce qu'il peut constituer une ressource, un peu dans la lignée de ce qui vient d'être dit, pour lutter contre ce discours-là? Enfin voilà, parce que est-ce que c'est finalement un piège derrière le piège? Et est-ce que ça disqualifie d'office la création d'un ensemble avec des liens de solidarité qui pourraient s'intituler la communauté, comme c'est le cas dans d'autres pays? Ou est-ce que c'est quand même possible? Enfin voilà, c'est un peu ça la question. Juste, parce que je ressens, disons, c'est qu'il y a surtout un racisme d'État, disons, et qui fonctionne comme dans le système colonial, où finalement, pour dominer les gens, c'est classique comme schéma, quoi. C'est le principe du colonialisme, on met on hiérarchise les individus, les gens en race ou en voilà, et que la vraie communauté, c'est une communauté du pouvoir. Là, c'est une vraie communauté qui se défend. Du coup, ils accusent les autres de communautarisme parce que c'est eux les communautaires. C'est eux les communautaires, la communauté de pouvoir, quoi. C'est eux qui la détiennent. Et les autres, alors effectivement, maintenant, il y a des gens, comme vous avez dit, finalement, à l'époque, on demandait aux gens qui habitaient en France et qui venaient d'Italie, d'Espagne, ou d'Algérie, voilà, ils se faisaient transparents dans notre société. Et pour s'assimiler, parce que c'était l'époque, c'était comme ça, il fallait faire comme tout le monde, l'école laïque, dans le sens être comme tout le monde. Et maintenant, c'est la richesse de dire, non, on n'est pas obligé, on peut aussi être chacun dans sa culture et aussi avoir la culture. Voilà, on est tout, quoi, on est pluriel, quoi. Et maintenant, cette pluralité, c'est une richesse, cette pluralité. Nous, on est tous pluriels, et voilà, et on a la richesse de toutes nos cultures, et toutes nos manières d'être sont légitimes, quoi. Et ceux qui ne le sont pas, c'est les gens de pouvoir. Et du coup, tout est fliqué, et on voit que ça s'illustre d'une manière tellement caricaturale avec les violences policières, où on voit que la société est racialisée. Donc on voit comment ils agissent dans le quartier populaire, ils tuent. Ça ne les dérange pas. De faire un mort par mois, ça ne les dérange pas. Et après, il n'y a pas de procès. Tous ces criminels, ces policiers qui ont tué, au lieu de dire qu'ils déshonorent la police, non. C'est légitime défense. Enfin bref, tous les gens qui tuent, eux, ils n'ont jamais de procès. Enfin, et les familles sont encore criminalisées. Il n'y a pas d'acharnement qu'il y a comme la famille d'Adama Traoré, c'est monstrueux, quoi. Donc, le frère, enfin bon, je ne vais pas rentrer dans les détails comme ça, mais c'est pour dire mon sentiment, quoi. Et là, il faut vraiment qu'on soit tous unis pour lutter contre ça, quoi. Parce que ça vient d'en haut, quoi. Et c'est très grave. Oui, je voulais évoquer en fait la communauté juive de Nancy, là d'où je viens. C'est un terme qu'ils utilisent entre eux, ils disent la communauté, bon voilà, c'est quelque chose qui est quotidien, un peu comme ça. Et en fait, ça viendrait à l'esprit de personne de crier au communautarisme, ou de dire qu'il y a un danger par rapport à ça. Et donc, je pense que ça appuie un peu aussi ce que vous disiez, que c'est une manière de disqualifier les revendications plus ou moins subtiles, voilà, des problèmes sociaux et d'inégalités, quoi, en criant comme ça au communautarisme, alors que la communauté, c'est quelque chose qui existe de toute manière, je crois. Oui. Moi, je voulais juste revenir sur le fait qu'aujourd'hui, quand on parle de communautarisme, on voit quelque chose de négatif, mais
on utilise beaucoup le mot communauté, par exemple la communauté urbaine, la communauté européenne, etc. Et même nous, au sein du collectif, la question du commun, ça a été quelque chose quand même qui a été beaucoup débattu, puisque pour nous, il y avait quelque chose de positif d'avoir des choses en commun et de pouvoir aussi utiliser ce qui était commun pour nous tous, c'est-à-dire des espaces publics de la ville ou autres. Donc il y a quand même un jeu quand même de ceux qui dirigent et de ceux qui sont au-dessus pour tantôt nous emmener vers des communautés qui leur conviennent et à d'autres moments quand même cibler des communautés qui ne leur conviennent pas et qui dérangent. Donc je sais pas comment on peut faire, parce que la question du commun ou de la commune, c'est quand même de belles choses. Pour ma part, moi je défends le commun et la commune, et ceux qui peuvent faire communauté. Donc c'est vrai que, et moi je n'y vois que du positif. Alors c'est quand même très, très embarrassant, cette question-là. Et on le voit bien que quand on le situe après le racisme et l'antisémitisme, on voit bien que c'est négatif. Forcément, c'est... Voilà. Ça prolonge tout simplement ce qui se dit, ce travail de détricotage tout au début. Vous avez évoqué la communauté homosexuelle, alors qui en a bien pâti aussi ces derniers temps avec le retour de l'ordre moral et les réacs qui ont battu le pavé parisien et ailleurs dans une sorte de climat comme ça de haine et de peur qui est revenu. Mais on sent bien dans l'utilisation du terme communautarisme que c'est vraiment les Arabes qui sont, les Maghrébins, les Arabes qui sont visés. La façon dont il est utilisé. Du coup, il faut rajouter dérive, repli, parce que le repli c'est jamais bon, mais on peut faire partie peut-être de plusieurs communautés. Et comme une autre personne l'a dit tout à l'heure, dans d'autres pays, le terme de communauté n'est pas disqualifié de cette manière-là. Dans les pays anglo-saxons notamment, the communities, c'est vraiment aussi l'histoire voilà, du commun, de la commune. Donc ça interroge très certainement une violence d'État française, ou oui, sans doute assez française, puisqu'on est en train de détricoter, de faire un travail un peu d'étymologie de la langue française. Et ce qu'il faut faire, c'est probablement ce que vous êtes en train de faire ici, et de diffuser, ce qu'on essaye de faire ensemble, et de diffuser ça. Parce que en quoi serions-nous indemnes, ou en quoi serions-nous alors les neutres, les vrais neutres, les neutres non possédants. Mais ça amène beaucoup d'espoir, je pense, de cette initiative. Oui, je voulais enchaîner sur les propos de la dame qui est derrière moi, là, à propos notamment du cynisme du pouvoir, et attirer l'attention sur le fait que le communautarisme, par exemple, c'est la dénonciation du communautarisme, ce sont des mots, vous l'avez fort bien dit, mais ça alimente le sécuritarisme, l'instinct sécuritaire. Et alors derrière cette dérive sécuritaire, il y a un certain nombre de moyens qui sont mis en œuvre, il y a surtout une activité économique. Et je voudrais attirer l'attention sur l'énorme piège qui se ferme actuellement sur les sociétés modernes, dans la société française, les gens qui exercent le pouvoir au sein de ces sociétés, gauche et droite confondus, parce que tout le monde fait exactement pareil. À partir du moment où on crée l'instinct sécuritaire, on développe, on commence à fabriquer une activité économique. Il y a des entreprises qui fabriquent de la sécurité, qui la vendent, et à partir du moment où on fait ça, on met le doigt dans un engrenage et on atteint un point de non-retour. Parce qu'après, si jamais on abaisse le niveau de discours sécuritaire, on crée des problèmes économiques. Parce qu'à ce moment-là, il faudrait se désengager dans la voie de la sécurité. Alors on vend des systèmes de vidéosurveillance, des systèmes d'alarme, on crée de l'oppression, on augmente les forces de police, et tout ça, il faut que ça serve à quelque chose, il faut que ça s'auto-alimente, et on ne reviendra jamais en arrière. Et c'est ça le piège qui se ferme sur nous. Et alors le pire de tout, c'est que
toutes ces activités sécuritaires, actuellement, ça fait partie du PIB. Ah, c'est difficile de croire qu'en fabriquant de la sécurité, on apprend la richesse nationale, ce n'est pas vrai. Mais on est tous en train de tomber dans le piège. Alors j'aimerais savoir ce que vous pensez de ça. Non, ce que vous expliquez, votre définition de comment on crée des communautés, comment on crée ce terme de communautarisme, moi ça m'a de suite fait écho à une chose qu'on vit à Perpignan, notamment quand on parle de communauté gitane dans la ville. C'est-à-dire qu'on assistait vraiment à une sorte de mise sous cloche de certains quartiers, de certaines populations, justement en utilisant ce concept de communauté, de personnes qui n'y vivraient pas peut-être comme l'entendrait le bon nationaliste français. Finalement, j'ai l'impression juste qu'on a réussi à mettre sous cloche effectivement des populations fragiles, économiquement, socialement. Aujourd'hui, on s'aperçoit que ça va même plus loin, puisqu'on cherche qu'une chose finalement, c'est à changer le quartier. En tout cas, moi, je prends l'exemple je sais qu'il y a des personnes qui nous ont parlé tout à l'heure de Saint-Jacques, mais quand on voit qu'on construit une université dans ce centre-là, pour finalement essayer de revitaliser le quartier officiellement, mais quand finalement on cherche juste à le gentrifier plus rapidement. Voilà, un petit peu moi, c'était un petit peu ce à quoi faisait écho votre définition, quand vous parlez de racisme, de domination, et je trouve que cet exemple est plutôt bon parce que c'est la création d'une communauté qui a super bien marché à Perpignan, parce qu'elle a véhiculé un racisme institutionnel clair, mais aussi, j'ai envie de dire, quasiment un racisme populaire, c'est-à-dire que c'est un racisme envers cette communauté qui est complètement acquis dans la population et dans la société perpignanaise ou nord-catalane. Et voilà, c'était un petit peu ma réflexion. Oui, plusieurs éléments de réaction. Travailler sur la question de communautarisme, pour moi, disqualifie en rien la question de la communauté. Ceci dit, il y a plusieurs types de problèmes. Il y a aussi un problème sociologique, c'est-à-dire que la sociologie, elle s'est construite à la fin du 19e siècle en disant communauté et société, et nous, notre objet, c'est la société. Donc elle s'est construite sur une espèce d'arrière-plan qui serait qu'il y avait un modèle qui correspondait plutôt à avant, qui était la communauté. Donc à générer, au fond, la sociologie s'est mise dans les pas d'une espèce de discours qui voyait le discours du progrès, et qui, au fond, pense que la communauté, c'est quelque part un modèle archaïque. Voilà. Et ça, c'est ce discours-là, il est prégnant, y compris dans les discours sociologiques, dans les schémas sociologiques qui sont mobilisés, même si les sociologues disent oui, c'est plus compliqué que ça, mais cette empreinte, elle est là. Elle est liée à une division du monde entre sociologie et ethnologie ou anthropologie, ou ethnologie telle qu'elle s'est formulée, qui, en tout cas au XIXe siècle, nous, ici, la société, c'était la sociologie, et eux, là-bas, l'archaïsme, etc., c'était l'ethnologie. Et toute nos représentations de la question ethnique, de l'ethnos, d'accord, ou de l'ethnie, est issue de ce grand partage-là, comme disent les anthropologues aujourd'hui, c'est-à-dire de ce clivage-là, qui est en même temps un clivage et une hiérarchisation du monde. Voilà. Donc tout le discours sur la communauté porte malgré tout cette empreinte, et c'est cette empreinte que véhicule encore ce mot du communautarisme, en renvoyant à l'archaïsme, etc. Donc la question, c'est aussi de penser, au fond, qu'est-ce que c'est que ces phénomènes communautaires. Alors, un des sociologues qui me semble assez intéressant et éclairant là-dessus, Weber, qui n'a pas fait beaucoup mieux que les autres, c'est-à-dire a aussi différencié communalisation et association, etc. Bon, en même temps, il nous dit quand même un élément qui me paraît tout à fait important, c'est que le moteur de la communauté, c'est le sentiment, c'est le pathos. D'accord, c'est le pathos. Au fond, c'est une question subjective, la communauté. C'est d'abord une question subjective, ensuite elle va éventuellement s'objectiver, c'est-à-dire que quand les gens disent « nous » avec un sentiment d'appartenance à un « nous », d'accord, on peut dire que voilà, les gens se sentent former une communauté, qu'à partir de ce moment-là, ils vont peut-être investir sur des frontières, des objets, du matériel, de la propriété, des choses qui vont objectiver au fond la communauté. D'accord ? Mais ce qui, moi, me semble absolument crucial dans cette affaire, c'est ce moteur-là, c'est-à-dire le moteur de la subjectivité. Alors, à partir de là, que les gens disent « nous » ou « nous sommes une communauté », je ne vois pas où est le problème.
là où il y a problème, c'est dans notre imaginaire politique. Et pour moi, c'est ça, c'est-à-dire le discours du communautarisme qui nous veut faire croire, au fond, que les communautés sont un problème, renvoie à l'imaginaire politique. Et cet imaginaire politique, il est omniprésent, y compris dans nos discussions parfois ce soir, puisque on renvoie finalement au modèle anglo-saxon. Voilà. On dit, quand on parle de communities, on renvoie finalement à l'image anglo-saxonne, c'est-à-dire on renvoie à cette division du monde qui aurait le modèle anglo-saxon et le modèle français. Ça, c'est une fiction assez récente et qui a été inventée par les Français. Ça a été inventé par les Français pour justifier une espèce de spécificité française, voilà, comme point d'arrière politique pour toutes sortes de choses, pour aller négocier avec l'Europe un certain nombre de choses, etc. D'accord ? On a stabilisé au fond cette logique de la spécificité française, en même temps qu'on a essayé de durcir un schéma qui opposerait le modèle français et le modèle anglo-saxon. Est-ce que ça ne vient pas de la différence qu'il y a quand même historique entre le droit du sol et le droit du sang ? N'était pas... Ben, en fait, oui et non, c'est-à-dire qu'il y a toutes sortes de montages entre ces deux logiques-là, toutes sortes d'expériences différentes. Finalement, c'est pas une question qui posée comme ça, et la spécificité de la France, d'accord, qui est historiquement des manières de répondre à un certain nombre de problèmes, d'accord, une histoire, mais en fait, bon, il faut revenir sur cette histoire. C'est quoi l'histoire de la France? C'est quoi l'histoire de la démocratie française? C'est quand même l'histoire de la monarchie ressaisie par la République, quoi. D'accord? C'est quand même un modèle que nous on présente sous démocratie, un modèle qui est extrêmement hiérarchisé et qui fonctionne sur le transfert, finalement, d'une logique de la monarchie, hein, pas seulement dans ses symboles, mais dans la structure même de l'organisation du pouvoir. Pareil sur la question de la laïcité, hein, qu'on met en avant aujourd'hui, mais fondamentalement, on est aussi dans un héritage avec de la Révolution, qui voulait avoir une religion civile, quoi, hein, très largement. Alors, justement, le droit de la laïcité de 1905 n'est pas rompu avec ce discours de la religion civile, hein, pour imposer une autre manière, finalement, un compromis par rapport à cette question-là, qui était beaucoup moins dure. Voilà, donc on a cette transformation. Mais si je reviens à ces éléments-là, c'est-à-dire cet imaginaire politique-là, il est extrêmement ancien et extrêmement ancré, y compris dans nos catégories de raisonnement. Ce que la collègue Françoise Lorcerie montrait, c'est que la contribution des sciences sociales, elle est majeure dans cette affaire-là. Et qu'en particulier, au début des années 90, une grande partie des sciences sociales a légitimé le discours sur l'intégration. Voilà. A légitimé le discours sur l'intégration, c'est-à-dire a légitimé l'idée que, au fond, le problème, si problème il est du côté des populations, hein, qui doivent s'intégrer ou qui finalement ont une distance culturelle vis-à-vis des institutions, des normes de l'école, etc. D'accord ? Et par exemple, toute la sociologie de l'école, ou à peu de choses près, a tourné autour de ce motif, alors en éthérant un peu ces grilles d'analyse, mais autour de ce motif, c'est-à-dire expliquer par les publics les problèmes de réussite scolaire. C'est toujours du côté des publics qu'on cherche les causes. Voilà. La question, elle est structurellement ancrée dans les types de théories qui sont mobilisées politiquement, mais aussi sociologiquement. Et donc, au fond, ce poids de l'imaginaire, à mon avis, tout à fait important. C'est ça qui empêche à dire aujourd'hui, mais enfin, la question n'est pas communauté ou pas communauté. On pourrait simplement se débarrasser de cette question et le voir de manière bien plus simple que ça, c'est-à-dire en disant que les gens développent une subjectivité politique en disant nous, ceci, cela, et ben c'est un élément dont il faut que nous puissions prendre en compte. D'accord ? Il faudrait qu'on refasse le compte en disant mais que veulent dire les gens qui s'adressent à nous ou qui posent des éléments de ce type-là. Donc il y a une surdité politique, c'est à ça que sert le terme communautariste par exemple, c'est à ça que sert l'instrumentalisation de la laïcité, etc. C'est-à-dire à justifier une surdité politique. Voilà. Donc pour moi, c'est pas la question des communautés ou pas. Elle est parfaitement légitime dans les gens qui vont utiliser ces ressources-là d'identification pour lutter, développer des luttes politiques, etc. Pour moi, c'est vraiment du côté de l'imaginaire politique qu'est le problème. Justement, sur cette question du déplacement du focus, en fait, de ces discours-là, discours sur les politiques d'intégration, d'assimilation, d'insertion, etc. Aujourd'hui, les politiques d'inclusion. Donc, on est en train d'effectivement de dédouaner à travers la responsabilité des institutions, leur engagement des institutions dans ces processus contre lesquels ils sont censés lutter. Et en stigmatisant un petit peu comme ça les communautés ou les revendications communautaires, etc., on est en train aussi parfois une espèce de
transformation en fait d'un certain nombre de revendications d'égalité citoyenne, de gens qui sont différents, qui sont issus du quartier, ce que vous voulez, etc., peu importe les diversités sexuelles, ethniques, religieuses et autres, etc., cette différence-là, par rapport à l'imaginaire national, etc., dominant, eh bien, ces revendications-là d'une égalité citoyenne vont être commuées en revendications communautaristes. Et on a un petit peu le déplacement, enfin j'ai ce sentiment-là, je le dis, effectivement, le discours anticommunautariste s'appuie aussi sur un certain nombre de faits qu'il dénonce. Bon, dans les quartiers, effectivement, vous auriez des jeunes qui ne s'identifient plus à la nation, qui ne revendiquent plus du tout. J'ai fait un atelier moi-même, il y a 2 semaines de cela, avec des jeunes de la ville de Perpignan, ils étaient une cinquantaine, il s'agissait de s'identifier à un certain nombre de mots, etc. Il y avait plein de mots qui étaient jetés en vrac comme ça, parmi lesquels français, mais aucun des 50 n'a pris celui de français. C'est des jeunes issus de l'immigration coloniale, etc., et musulmans, et tout ce qu'on veut, etc. Donc on peut se projeter effectivement l'idée qu'il y a des populations qui refusent de serrer la main, qui refusent de boire un verre avec nous, qui refusent de s'habiller comme nous, etc., de porter tel type de vêtements. Enfin, cette différence, etc., comment est-ce que finalement elle est en train, elle a été à un moment donné aussi, les filles voilées qui vont à l'école, qui font des études, qui veulent travailler, etc., les noirs qui veulent être représentés dans les plateaux télé ou autres, etc., les homosexuels, pareil. Donc on a toutes ces minorités qui portent un certain nombre de revendications et à l'égalité citoyenne ou à l'égalité de traitement citoyen vont être qualifiées de revendications communautaristes. Et comment est-ce qu'en fait le discours communautariste, qui est particulier, un des paradoxes encore une fois de ces discours-là, et les pièges qui nous tendent en fait, c'est de nous dire, ok, l'obstacle du vivre ensemble dans ce pays, et de manière générale ailleurs, l'obstacle du vivre ensemble, c'est le communautarisme. Et donc il faut lutter contre le communautarisme pour promouvoir le vivre ensemble. Et en réalité, ces discours contre le communautarisme participent de l'empêchement du commun qu'on voudrait pouvoir réaliser. Donc c'est encore une fois un des paradoxes dans lesquels... Mais je pense que une grande partie de notre langage est totalement pourri de ce côté-là. Le vivre ensemble, qu'est-ce que ça veut dire vivre ensemble ? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut faire ensemble ? Qu'est-ce qu'on veut vivre ensemble ? C'est ça la question. Et là, c'est ça qu'à mon avis, il faut qu'on réinvestisse. C'est-à-dire que ces mots pris comme des fétiches pourrissent au fond les choses. C'est-à-dire qu'on oppose des fétiches à d'autres fétiches. Et ça ne fait pas une politique. Donc je pense qu'il y a un vrai enjeu de se réapproprier les mots. La question du commun, elle est cruciale dans cette affaire. Et il y a cet imaginaire politique et à la construction du discours républicain et de l'affirmation du discours républicain de la Troisième République, il est quand même sur le massacre de la Commune. Il est sur le sang. C'est sur le sang que ça se construit. Et on l'a construit sur le sang, mais en même temps, on a... à l'intérieur même du mot commun, communauté, on a divisé pour avoir à l'intérieur de ça une dimension de ce mot qui est innommable. C'est aujourd'hui la commune, dont on ne parle pas, c'est le communisme, dont on ne parle pas, c'est-à-dire il y a de l'innommable. Voilà. À l'intérieur même du mot communauté. Donc, moi, il me semble qu'il y a à travailler pour le coup de ce qu'on veut dire quand on dit communauté, parce que c'est un mot en fait qui se déploie ou déplie dans plusieurs dimensions, dont une partie est expurgée au fond de la réflexion même, alors que si on est sur les luttes politiques, évidemment, c'est tout à fait crucial de recourir à l'analyse de cette histoire, de ces stratégies, etc. Deux éléments peut-être par rapport à ce que vous disiez sur la question de la communauté. Par contre, on a un vrai problème avec l'usage politique des communautés, avec l'usage du pouvoir, quand on a le pouvoir. Et dans la fabrication raciste d'un certain nombre de populations cibles, on voit bien comment une espèce de politique des communautés sert, au fond, ce que vous disiez absolument, mais aussi par rapport à la question du clientélisme. Voilà. On a un système politique qui est très largement organisé par le clientélisme, d'accord ? Et c'est aussi très largement un clientélisme ethnico-religieux, ou de genre, ou je sais pas quoi, d'accord ? C'est-à-dire, on a des vrais problèmes. Et c'est en même temps ce clientélisme-là qui se reproduit sous l'angle de la neutralité républicaine, etc. Donc voilà, on a un vrai problème à ouvrir, on a un vrai désaccord, j'ai envie de dire, à ouvrir, sur l'usage politique de la question des communautés. On parle de la presse aussi. Pardon ? La presse et les médias qui nous ont intoxiqués, là, quand même. Ben oui. Il est urgent peut-être de lire autre chose et d'écouter autre chose. Moi j'ai deux éléments. Ce que vous avez dit là, ça serait intéressant de transmettre. Deux éléments que je voulais vous dire. Un, ça faisait le lien avec ce qui était dit tout à l'heure, c'est-à-dire l'intervention que fera Olivier Noël
autour notamment, si j'ai bien compris, notamment de 2013, des rapports de 2013, etc. La proposition que nous avions faite dans le rapport qu'on avait rendu, c'était parler d'un nous inclusif et solidaire. Voilà. C'est-à-dire de ne pas recourir à l'inclusion en tant que telle, d'accord, mais de ramener cette logique inclusive, parce que le concept d'inclusion tel qu'il a été travaillé, il pointe quand même d'abord vers la responsabilité des institutions. Donc, contrairement à tous les discours de l'intégration, de l'assimilation, de l'insertion et compagnie, il ne pointe pas vers la mise en ordre d'une certaine manière des gens, hein, il pointe vers la responsabilité des institutions à offrir un cadre qui permet aux gens de répondre à leurs besoins élémentaires. Il faut changer de régime. Oui, donc il y a un vrai enjeu de ce côté-là. Justement, par rapport à ce que vous dites, je vous permets, les derniers établissements scolaires qu'on poussait dans le département, enfin pour le premier, c'était le collège de Millas, et je l'ai pas vu en direct, je l'ai vu dans la presse, et j'ai plus que tiqué, quoi, parce qu'on parle d'inclusion et compagnie. Donc sur le fronton, maintenant, c'est liberté, égalité, fraternité, laïcité. Et quand on sait justement ce qu'on en fait, donc il y a voilà, un quatrième élément rajouté et on sait à quoi il sert de façon insidieuse, quoi. Et ça, ils ont vraiment marqué sur les bâtiments justement le problème de l'époque, quoi. Et ça, c'est malheureusement, c'est la gauche locale qui maîtrise voilà, ce qu'elle note sur les établissements scolaires. Je voulais, juste pour terminer, refaire le lien, enfin terminer pour ma part, faire le lien avec la question du voile, parce qu'elle me paraît être à la fois dans cette histoire, parce que je l'ai ouvert par là en 2003, etc., elle est un nœud dans cette histoire, mais je pense qu'elle est un nœud sur beaucoup de choses politiquement, sur beaucoup de difficultés que nous avons aujourd'hui à poser les problèmes. Je voulais vous lire un tout petit extrait de l'audition du ministre de l'Éducation nationale, Luc Ferry, à l'Assemblée nationale le 4 février 2004. 4 février 2004, donc c'est la commission, d'accord, qui est en train de préparer la loi, d'accord, et qui voilà, auditionne tout un certain nombre de gens. Alors ce n'était pas Jules. Pardon? Alors ce n'était pas Jules. Je ne sais pas ce qu'aurait dit Jules, mais je vous cite ça. Il est de la responsabilité, dit-il, il est de la responsabilité des adultes de faire en sorte que les élèves ne se regroupent pas dans les établissements scolaires en fonction de leur appartenance religieuse ou politique. Telle est la finalité première de la loi, sa seule finalité peut-être. Il ne s'agit pas en effet de viser une religion, mais les dérives communautaristes. J'invoquerai un deuxième argument. J'ai rencontré un millier de chefs d'établissement. Tous veulent une clarification. Leurs difficultés tiennent non au fait que tel ou tel élève apparaisse avec des signes religieux ostensibles, mais au conflit entre enseignants et élèves qui résulte de cette situation. Or, en l'état actuel du droit, les chefs d'établissement sont parfois amenés à désavouer les professeurs plutôt que les élèves. Ça me paraît extrêmement transparent. C'est-à-dire cette loi n'a rien à voir avec la laïcité, il nous le dit textuellement, d'accord? Il est malin parce qu'il n'était pas pour la loi, d'accord? Donc il nous le dit à travers sa présentation, au fond. Hein? Il dit c'est pas la laïcité, c'est autre chose. Et il nous dit des éléments, c'est-à-dire le premier élément, c'est tout ce discours du communautarisme qui sert à un moment donné à incriminer l'islam, fondamentalement. Et le deuxième élément, c'est les rapports de pouvoir. Au moment même où la question de la loi, la question de porter le voile a été reconnue par le Conseil d'État comme un droit des élèves, et le Conseil d'État en 1989 a explicitement renvoyé au droit des élèves à respecter, ce qui est en jeu, c'est de reprendre le pouvoir sur les élèves à travers cette affaire-là. Là où les enseignants peuvent avoir des pratiques illégales, il faut changer la loi pour couvrir les pratiques des enseignants. Donc je pense qu'on a un vrai problème et qu'il y a un vrai nœud là, qui n'est pas que la question de la laïcité, c'est pas la question, c'est du pipeau. D'accord? Par contre, on a une vraie question sur les rapports de pouvoir qui sont engagés à travers cette loi, c'est-à-dire qui on voudrait émanciper, prétend-on, à leur place, d'accord? Sur qui s'exerce ce pouvoir de contrôle, quels effets ça a sur les gens, etc. Là, il me semble que quand on travaille sur les logiques de pouvoir, il y a vraiment un nœud dans cette loi de 2004 qui serait à travailler. C'était l'école de Creil, c'est ça? Oui, le collège. À partir notamment du collège de Creil que la polémique a été... C'est avec un directeur de droit voire d'extrême.
et qui a instrumentalisé la question aussi. Ouais. Ce qui montre bien le clivage qu'il y a autour de l'interprétation, pour le coup, de la laïcité, entre les laïcards, d'accord, et les pro-loi de 1905, pour le dire comme ça, qui sont plutôt sur un compromis libéral de laïcité. Donc c'est clair que cette question n'est pas soldée, mais c'est clair que ce qui joue dans la loi de 2004, en tant que telle, ça n'est pas une question de laïcité. Mais dans les années 30 en Allemagne, c'est quelque chose qu'on a un petit peu autour de ça. On voit bien que les Juifs qui étaient allemands et qui se considéraient, alors la communauté juive, les Allemands qui étaient juifs de religion, vivaient et se sentaient pleinement allemands. Ils n'imaginaient pas, évidemment, ce qui se produirait. Voilà. Et ce qui s'est passé en France, moi je suis très inquiète. Hein, je suis très inquiète avec dans ce pays ce qui est en train de se passer. Moi je suis pas très optimiste, je vous le dis. Mais quand on voit ce qu'ils ont fait sur le Burkini, ce qui s'est passé à Cisco, on est à 2 doigts par moment de pogrom. Et justement, ils font très attention. Il est dommage que quand Mera a flingué ses gamins dans cette école, il n'y ait pas eu comme il y a eu pour Charlie Hebdo. C'est dommage, on peut le regretter. En tout cas, moi, en tant que militant politique, je ne peux que regretter cela. Mais tous ceux qu'ils s'appellent les médias, on écoute France Culture, on écoute France Inter. L'autre jour, je vais vous donner un exemple, mais ça part de rien. Mais quand on écoute bien et quand on voit le résultat, mais on se dit, mais ils ne font que souffler sur les braises. C'était la semaine dernière, ou en tout début de semaine. On parle de les enfants, on a découvert, ou on découvre que les enfants, les jeunes de 12-13 ans ont déjà vu des films porno. Bon, on se dit, oui, c'est quand même un peu dommage. Il y a mieux quand même pour parler de sexualité que de tomber sur les films porno. Mais bon, donc on écoute. Eh bien, où va chercher la journaliste? Qui va-t-elle interroger? Elle ne va pas interroger les gamins, je ne sais pas, du quartier un peu bobo, enfin, j'aime pas trop ce mot-là, mais voilà. Non, elle est allée dans la cité du 9-3 interroger un gamin qui avait évidemment l'accent du 9-3 et en plus qui avait un prénom d'origine africaine. Voilà. Mais c'est abominable. On n'arrête pas, c'est sans arrêt. Je me coltine, je vais vous dire, je me coltine les JT tous les soirs parce que j'ai besoin de savoir ce que autour de moi les gens regardent. Mais c'est une horreur. Le JT de 20h, c'est une honte. C'est une honte à l'intelligence, c'est une honte à l'ensemble de la population. Ce n'est pas possible. Donc moi j'ai très très peur et en effet ça me fait penser, moi quand je lis Simone Veil la philosophe, hein, évidemment, eh bien je me dis les années 30, on n'est pas loin et la population musulmane, en effet, elle a tout intérêt et c'est peut-être pas pour rien qu'il y a la CRI, c'est peut-être pas pour rien qu'il y a le CICF, je crois, je sais plus, hein. C'est pas pour rien, parce qu'à un moment donné, il faut bien que ces gens-là s'organisent, si personne peut être vraiment solidaire et montrer, faire face à l'État qui les oppresse. Donc voilà, je veux dire, après de leur reprocher qu'ils fassent eux-mêmes leur propre défense, etc., qu'ils l'ouvrent en fait, hein, voilà. Moi, ce que je vois là, en fait, c'est une peur de ces républicains en puissance, de voir en effet que, eh bien, aujourd'hui, il y a des gens qui réclament de l'égalité et que ça passe en effet par les homosexuels. Alors ça, ils nous ont fait une jolie loi et tout, moi, très bien, ça me va bien. Mais qu'au niveau, en effet, de la population qui est exsangue et étranglée tous les jours par le chômage, etc., celle-là, il ne faut pas qu'elle bouge. Celle-là, il ne faut pas qu'elle bouge. Parce que de bouger, si cette population-là bouge, parce qu'elle est d'abord beaucoup au chômage, beaucoup oppressée, si celle-là bouge, il peut y avoir des ponts qui se créent avec les ouvriers ou en tout cas, on va dire la petite moyenne, hein, qui n'est pas encore tombée dans la misère comme eux. Et je crois que de cela, en effet, ils le craignent. Leur pouvoir aujourd'hui est en danger et ils vont taper fort. Ils vont continuer de taper très fort.
Et je ne pense pas qu'en réalité, il soit si embêté que ça de voir une Marine Le Pen arriver au pouvoir. Ils ont tout mis en place pour qu'elle y arrive. Excusez-moi. Pour promouvoir d'autres D'autres commentaires, remarques? Non. Je voudrais juste une dernière réaction, peut-être, avant de vous inviter à prendre un pot qu'on nous prépare ici. Un pot halal, kasher, alcool, sans alcool. Laïque. Laïque. Un peu laïque. C'est également communautaire. On va taxer le communautarisme. Non, précisément l'anticommunautarisme, c'est d'inviter toutes les communautés à partager un pot commun. Et non, l'idée c'était cette mixophobie de ces discours. Qu'est-ce qu'on fait avec ça et comment, de manière plus optimiste, enfin, moi, ce livre m'a donné un petit peu plus d'optimisme. Si vous ne l'avez pas lu, je vous invite à le lire parce qu'il démontre un petit peu les mécanismes de ces discours, etc. Il y a des outils aussi pour pouvoir précisément le diagnostiquer, enfin, être capable d'identifier les enjeux, les pièges qu'on nous tend, etc. Et de façon à précisément construire un discours alternatif et aussi à se réapproprier. Quand je parle des communautés, du commun, des citoyens en général, se réapproprier nos institutions, parce que l'enjeu il est là. C'est comment est-ce qu'on laisse nos institutions entre les mains de ceux qui produisent un discours qui exclut, qui nous écarte de ces institutions. Et comment est-ce que il y a une espèce de profession autoréalisatrice qui est très forte dans ce... À force de dénoncer le communautarisme des uns et des autres, on les incite et on les pousse à se replier dans leur communauté. On ne défend pas les discriminations islamophobes ou négrophobes, etc. Et bien, les associations vont s'organiser parce qu'elles sont les premières victimes pour se défendre, etc. Et on va taxer ces organisations qui se défendent pour leur intérêt islamophobe, négrophobe, ou homophobes ou autres, etc. Mais de communautaristes à leur sein. Et donc il y a une espèce de prophétie autoréalisatrice de ce discours. Et comment est-ce qu'on y échappe? Il y a un petit peu à ça, vous qui avez plutôt diagnostiqué ça, quelle alternative on se propose? Est-ce que par exemple à l'échéance des présidentielles d'aujourd'hui, je veux dire, la participation à l'abstentionnisme va être relativement important. Voilà. Que font les citoyens face à ce type de discours institutionnalisé qui aujourd'hui, jusque dans les débats de ces présidentielles-là, Oui, enfin, il y a deux manières de le dire, au moins. Enfin, il y a une manière qui voudrait le penser comme une régression et un stade de plus de régression. Donc, c'est-à-dire, du point de vue de la logique sécuritaire, raciste, c'est assez clair. C'est-à-dire, il y a un degré, au fond, d'autorisation qui est plus important. Mais on peut aussi penser que s'il y a une telle réaction de la part d'un certain nombre de groupes, c'est parce qu'ils sont en position objectivement fragilisée. Et ça se voit de plein de manières, c'est-à-dire que je pense que la société française il y a pas mal d'indices, d'indicateurs qui montrent qu'il y a un rapport de plus en plus décomplexé à la diversité, pluralité, etc. D'accord ? Donc cohabite une espèce de logique, c'est-à-dire une espèce d'assouplissement de cet imaginaire politique, en même temps qu'un durcissement qui se joue là aujourd'hui sur la scène politique immédiatement. Donc moi je pense qu'il n'y a pas... Enfin je pense qu'il y a les deux éléments, hein, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a la capacité en même temps du pouvoir à entraîner dans une logique de la réaction raciste un certain nombre de personnes, mais je pense qu'en même temps il y a aussi une transformation progressive de l'imaginaire politique. Moi je pense que c'est sur ça qu'il faut investir. D'accord ? C'est sur poursuivre cette lente transformation de l'imaginaire politique pour dire on n'a plus besoin de se référer à tous ces vocabulaires-là, on n'a plus besoin de parler de la République toutes les 3 secondes. Voilà, on peut se débarrasser de ces choses qui aujourd'hui nous encombrent, parce que tant qu'elles ne représentent pas en tout cas des éléments sur lesquels on pourrait investir politiquement quelque chose. Peut-être qu'on pourrait investir les discours de la République, etc. Bon, il y a la proposition d'autres qui disent lâchons, on n'en a plus besoin dans l'époque d'aujourd'hui, par exemple. Bon, voilà. Mais pour ma part, on peut largement se débarrasser de ça. C'est-à-dire, je pense qu'on peut faire un travail sur le langage en s'autorisant à poser nos mots, à réhabiliter nos propres mots dans cette affaire-là. Et je pense qu'effectivement, c'est en travaillant sur la construction des collectifs, des luttes locales, que les choses vont émerger. Je pense qu'on a longtemps été, moi j'ai
beaucoup, travaillant sur la question des discriminations, essayer d'accompagner les transformations des institutions par en haut, les transformations par en haut. Je pense qu'il est absolument nécessaire. On attend des institutions qu'elles représentent la société. D'accord? Enfin bon, quand elles n'en sont pas capables, on ne va pas attendre qu'elles le fassent. D'accord? Donc il faut à la fois maintenir cette exigence vis-à-vis des institutions, et en même temps, il faut la construire d'une certaine manière. C'est-à-dire pas attendre d'avoir une politique en la matière. Et c'est sûr que l'époque est assez régressive sur un certain nombre de plans, mais il n'y a pas que ça. Donc vous êtes tous invités, et toutes invitées, à un petit